Donc dans cette vidéo, je vais faire le point sur tout ce que l'on a vu sur l'authentification avec React.js et aussi avec Node.js, car on a pu le voir, j'ai eu des soucis avec le backend que j'ai dû modifier. Donc il y aura deux grandes parties, hein. L'authentification terminée, donc là je vais faire le point là, et après dans une deuxième partie, l'amélioration possible sur l'authentification que j'ai faite, les différentes features que l'on peut rajouter, hein, différentes caractéristiques, donc ça on le verra après. Donc j'ai trouvé 9 points d'amélioration, et donc je vais commencer maintenant par ce que j'ai à dire sur l'authentification que je viens de terminer avec React.js et Node.js. Donc React.js c'est le front-end, Node.js j'ai fait la web API dessus avec Express et la base de données MySQL et c'est le back-end. Donc avant de commencer la petite présentation, mon authentification avec React.js, ça commence avec la vidéo JavaScript 343 et ça se termine avec la vidéo JavaScript 380. Donc il m'a fallu 37 vidéos pour faire l'authentification avec le token et ici j'utilise aussi l'user ID. Donc il m'a fallu tout ça pour faire l'interface et pour faire fonctionner aussi ma première route protégée, c'est-à-dire l'accès aux ressources d'une route protégée. Donc si tu veux voir à quoi ça ressemble, eh bien soit tu marques sur le moteur de recherche JavaScript 343 tout attaché et ainsi de suite, ou soit tu cherches la playlist JavaScript de ma chaîne et ça commence à partir de la vidéo 343 jusqu'à la vidéo 380. Et si tu marques sur Google espace génie climatique et tu marques JavaScript, donc espace génie climatique, espace JavaScript, recherche. Tu vas tomber sur le nom de ma chaîne, quelques vidéos, mais tu vas tomber surtout ici, là. On voit l'URL e-génieclimatique.com. Apprends le JavaScript pour être développeur web. Donc tu cliques dessus et là tu tombes directement sur la page de mon blog où je mets tous les liens de toutes les vidéos de la chaîne sur le JavaScript. Donc là actuellement là j'ai fait un petit sommaire. Donc le début du site e-commerce ça commence à JavaScript 72, Node.js ça commence à JavaScript 124, MySQL ça commence à partir de JavaScript 218 et React ça commence à partir de JavaScript 244. Donc par exemple si tu veux aller au début des vidéos de React, ça commence à partir de JavaScript 244, tu cliques dessus et tu arrives tout en bas. Donc c'est-à-dire tu arrives à partir de JavaScript 244 et actuellement toutes les vidéos qui sont en ligne, tu peux les voir. Donc si je reviens au début, j'ai mis toutes les vidéos comme ça. Pourquoi? Parce que l'intérêt c'est qu'on peut voir exactement sur la même page toutes les vidéos, le nom de toutes les vidéos. Donc après il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien pour accéder à la bonne vidéo. Donc voilà pour ça. Donc en note, je rajoute que mon auto-formation React.js, ça commence avec la vidéo JavaScript 244 et ça se termine avec la vidéo JavaScript 342. Sachant que dedans, je ne vois pas tout, hein. Comme par exemple le hook use context, je ne l'ai pas utilisé lorsque j'étais en train de découvrir React. Mais lorsque j'ai fait l'authentification, j'étais obligé d'utiliser ce hook use context, comme pareil pour utiliser le contexte dans React. Donc ça, je l'ai vu lorsque j'ai fait l'authentification. Il m'a fallu quand même voir pas mal de choses. Donc là, on voit que de JavaScript 244 à JavaScript 342, il y a 98 vidéos avant de pouvoir me lancer sur l'authentification. Sachant que pour faire l'authentification, il faut quand même avoir un certain niveau de maîtrise de React. Et quand tu arrives au bout de l'authentification, tu es content parce que c'est un très très gros morceau quand même. D'ailleurs, on le voit là, il y a écrit JavaScript 380, donc j'ai fait 380 vidéos avant d'atteindre l'objectif. Après, c'est de l'auto-formation et malheureusement, avec l'auto-formation, eh bien, tu cherches sur Internet, tu galères, tu vois du code, tu comprends rien. Il faut essayer d'analyser le code, faire à la limite ce qu'on appelle du rétro-engineering. Tu as un code, tu le mets en marche, ça fonctionne, mais tu comprends pas pourquoi. Donc après, tu essayes de décomposer le code pour essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne. Sachant que si tu as la chance ou si tu as le privilège d'avoir des bons cours sur le sujet avec une progression progressive et itérative sur React.js pour atteindre par exemple l'objectif qui est de faire l'authentification avec token et en comprenant ce que tu fais, ben c'est cool parce que moi ça n'a pas été le cas, hein. J'ai regardé un paquet de vidéos sur internet, j'ai acheté plein de vidéos aussi payantes sur internet, j'ai même acheté plein de bouquins, tout ça j'ai envie de dire pour ça, pour ces vidéos-là. J'ai perdu un temps mais monstrueux. En tout cas, moi du passé qui faisait beaucoup de recherches sur ce sujet-là et sur comment apprendre React, ce qui est sûr, c'est qu'il aurait été bien content d'avoir accès à ce genre de vidéos parce que ça fait une guideline. Ça fait un fil conducteur, un chemin à suivre pour atteindre cet objectif-là qui est JavaScript 380. Et donc, lorsque tu fais une authentification, ça se fait en deux temps. Le premier temps, c'est l'interface, l'IHM, interface homme machine. Donc, tu le fais avec React.js, mais après,
il faut tester ton authentification en envoyant des requêtes. Et pour ça, tu as absolument besoin d'un back-end. Et un back-end qui permet d'avoir des routes protégées, ce qui veut dire que pour accéder à la ressource, il va falloir envoyer un token d'authentification. Donc pour faire le back-end, moi j'ai utilisé Node.js. Et donc quand je dis pour faire le back-end, c'est pour faire une web API REST. Donc ça commence avec la vidéo JavaScript 124 et ça se termine avec la vidéo JavaScript 243. Donc en tout, il y a 119 vidéos. Dans ces 119 vidéos, donc je vois l'utilisation de Node.js avec le framework Express pour faire la web API. Dans un premier temps, j'ai utilisé la base de données MongoDB. Et dans un deuxième temps, je suis passé à la base de données MySQL. Donc il m'a fallu 119 vidéos pour faire ce back-end, plus quelques vidéos que l'on a pu voir précédemment parce que mon authentification et un de mes contrôleurs ne fonctionnait pas car lorsque j'ai fait mon back-end, donc ça a été de l'auto-formation avec ce que j'ai pu trouver sur internet, mais quand je testais mes requêtes, quand tu fais un back-end, tu testes tes requêtes avec un logiciel de type Postman. Donc Postman, ça a été l'enfer à utiliser. Pourquoi ? Parce que à l'époque où j'ai voulu utiliser Postman, j'ai rien trouvé de significatif pour l'utilisation de Postman avec des requêtes protégées, donc avec nécessité d'utiliser un token. Donc si tu n'as jamais utilisé Postman pour faire une requête basique sans authentification, c'est facile. Dès qu'il va falloir y passer un token ou d'autres informations, comme par exemple des informations dans l'URL de la requête, ou envoyer une photo par exemple, j'ai envie de dire bon courage parce que ça a été extrêmement difficile de faire marcher Postman. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos dessus parce que je pensais pas qu'on pouvait autant galérer sur l'utilisation d'un logiciel. Mais là, c'est pareil. Si on ne te dit pas comment utiliser, c'est mission impossible. Et c'est là où j'ai appris que quand j'ai voulu tester mes premières requêtes avec React, que tu ne peux pas faire une requête get avec la commande fetch du navigateur, donc l'API fetch, s'il y a un boolean dans la requête, le navigateur te jette. Mais moi, ça, je le savais pas. Et quand tu fais ta requête avec Postman, ça marche très bien, mais Postman ne te dit pas que ce que tu fais, c'est interdit. Voilà. Donc, l'authentification React que j'ai faite utilise cette web API que j'ai fait de la vidéo JavaScript 124 à la vidéo JavaScript 243. Parce que une fois que tu as fait l'interface, il faut tester si ça fonctionne bien. Donc, tu as besoin d'envoyer ton email, ton password au back-end. Le back-end contrôle que ton email et ton password sont valides et s'ils sont bien dans la base de données. Et une fois que ça c'est bon, le back-end t'envoie un token d'authentification. Donc, le front-end le récupère. Et après, grâce à ça, donc l'interface React va changer, ton application va s'adapter parce que tu es authentifié et après tu pourras accéder à des ressources protégées de la base de données. Sans ça, ça marche pas. Mais pour faire marcher tout ça, il faut envoyer des requêtes et il faut que les requêtes soient bonnes, que ça passe bien dans le back-end. Et si le middleware d'authentification est pas bon parce qu'il y a des erreurs, comme j'ai pu me rendre compte dans une vidéo précédente, ou si ton contrôleur n'est pas bon, ça peut pas marcher. Donc c'est pour ça que il m'a fallu 119 vidéos plus 2 autres vidéos pour faire fonctionner l'authentification. Donc j'ai fait 121 vidéos sur le back-end et 37 vidéos sur l'authentification. Donc de JavaScript 343 à 380, ça fait 37 vidéos. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que l'authentification sur React, lorsque tu arrives à la faire marcher, c'est bien et c'est un très gros morceau parce que ça se fait pas comme ça. Donc maintenant, on va voir un petit peu le résultat de toutes ces vidéos-là. À quoi ressemble l'authentification et ce que l'on a vu donc dans ces vidéos. Et je rajoute que tout le code qu'il y a dans mes vidéos n'est pas téléchargeable sur GitHub ou autre parce que c'est des vidéos où j'apprends, donc c'est des vidéos retour d'expérience. En réalité, les vidéos que tu vois, ce sont des fiches. Sauf que moi, des fiches, je fais des vidéos. Et comme ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos, à partir du moment où j'ai le code source, que ça fonctionne, faut savoir que moi, les vidéos, il me faut pas 3 jours pour les faire. À partir du moment où tu as le bon hardware et le bon software, que tout est tiré à carte épingle, que tout est calibré, que le workflow est carré, une vidéo de 10 minutes, en partant de zéro, monter et uploader sur YouTube, tout fini, je la fais en 60 minutes maximum. Pour donner un ordre d'idée du temps qu'il me faut pour faire une vidéo. Là où c'est compliqué pour faire une vidéo comme je fais, c'est pour faire le code source, faire la programmation. Ça se fait pas comme ça. Et ça peut prendre des heures et pour certains trucs, des jours. Et bon, plus tu passes du temps sur le JavaScript ou React, et plus ça rentre. Et par contre, il faut passer énormément de temps, il faut faire beaucoup de répétitions, refaire les choses. Et bon gré mal gré, plus on passe de temps dessus, meilleur on est. Mais ça prend énormément de temps. Donc là, l'application React est lancée. Donc on voit l'interface de base. Si j'actualise, vous n'êtes pas connecté. Le token est à nul, user ID est à nul. Dans le contexte, il y a is logged in est à false. Donc je ne suis pas connecté.
et on a une fonction de login et une fonction de logout. Donc ça, c'est pour se déconnecter. Donc ça, c'est le contexte de l'application React et c'est actuellement les propriétés qu'il y a dedans. Donc, pour pouvoir faire tes requêtes, eh bien, il faut lancer le backend et il ne faut surtout pas, avant de lancer le backend, oublier de lancer le serveur MySQL, donc le serveur de la base de données. Donc moi, actuellement, j'utilise simple et j'utilise PHP même si c'est pas super adapté, car j'ai eu pas mal de soucis avec. Mais bon, quand t'es débutant, pour se faire la main, c'est super pratique. Et donc, lorsque le serveur MySQL est lancé, après, tu peux lancer ton application, ta web API sur Node.js. Et là, on voit que je suis connecté, que ça plante pas. Et pour savoir si elle marche, tu peux lancer Postman. Donc là, c'est actuellement toutes les routes qu'il y a sur la web API. Donc, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 routes. Donc, la route Sign Up pour créer son compte. La route Login, donc c'est du post, pour se connecter. Donc ça, c'est le début de l'authentification. Si tu passes le backend, t'envoie un token, comme par exemple ici. Donc là, je suis sur la route Login. Dans le body, j'envoie une propriété email, une propriété password, je fais un send. Le backend voit que email existe, le password est OK. Donc il me renvoie un user ID et un token. Sachant que, comme j'ai dit dans des vidéos précédentes, théoriquement, tu n'aurais besoin que du token. Mais bon, moi, comme j'ai dit, je fais l'auto-formation. Je suis parti sur le token et l'user ID. Voilà, mais je pense que tu n'es pas obligé d'avoir les deux. C'est surtout, tu as besoin du token. Donc après, donc une fois que j'ai fait ça, après j'ai voulu tester mes routes protégées. Donc particulièrement une pour voir déjà si ça marchait. C'est pour accéder aux ressources de la fiche user. Donc j'ai voulu tester la route get. Donc pour avoir toutes les fiches user et avoir qu'une seule fiche user d'une personne. Donc après la put et la del, je ne l'ai pas testé. Donc la put c'est pour modifier le contenu de la fiche user et la del c'est pour supprimer le contenu. Mais ça après il faut que je fasse des composants exprès. Pour le moment je ne l'ai jamais encore fait pour donc déjà afficher la donnée et après modifier la donnée, voire la supprimer. Mais ça sera pour plus tard. Donc c'est avec Postman que tu contrôles toutes tes routes si ça marche, mais malheureusement, c'est pas parce que ça marche sur Postman que ça marchera avec React. Et ça j'ai vu parce que avant sur ma route get, je passais des données dans le body et avec la commande fetch, ça ne va pas. Fetch va te jeter. Donc je mets donc mon BR token ici pour l'authentification par token et surtout comme moi j'utilise en plus une key user ID pour l'authentification, donc j'ai besoin de la valeur de l'user ID et du token. Donc je passe ça par l'URL et ça marche très bien. Bien sûr, pour que ça marche, il faut que je mette mon token à jour. Donc là, je vais faire un CTRL-C parce que celui-là, je viens de le générer. Donc je me mets ici, je sélectionne tout pour tout écraser, CTRL-V, je fais un send. Voilà, comme j'ai mis le bon user ID 86 dans params, j'accède à la ressource protégée, bien sûr. Si je ne mets pas le bon user ID, je suis jeté 86, je fais un send, ça fonctionne. Et bien sûr, si le token est pas bon, là je vais supprimer une donnée du token. Si je fais un send, je suis jeté. Signature invalide. Donc la route est protégée. Tu as absolument besoin d'avoir le bon email et le bon password pour avoir le token. Si tu n'as pas le token, tu n'auras pas accès à la ressource protégée. Donc une fois que le backend fonctionne, et bien après tu peux attaquer le front-end. Donc là je vais dézoomer. Donc j'ai commencé par faire l'interface se connecter. Pourquoi? Parce que j'avais déjà des données sur le backend, vu que je l'ai fait avec Postman, donc il y avait déjà des trucs. Donc le composant est simple. Donc j'ai voulu mettre un email, un password. Donc mon email, donc si je fais test@test.com et si je mets le bon mot de passe, si je clique sur se connecter, je me connecte, l'interface change, j'ai des données qui s'affichent et là, voilà, et là j'obtiens les données de la route protégée et ça provient du backend, donc l'âge, le nom, la photo de profil, le prénom, voilà. Si j'actualise, je ne perds pas mon authentification, comme on peut le voir là, je ne suis pas déconnecté. Donc là j'ai bien actualisé, j'appuie sur le bouton en haut. Donc ça a été fait avec le local storage. Sans ça, dès que tu actualises, tu relances l'application React et donc tu repars de zéro, c'est-à-dire tu repars du composant initial. Alors que là, quand tu recharges la page, il va contrôler si dans le local storage, il y a bien le token. Donc là, je me déconnecte. Donc là, c'est quand tout se passe bien. Après, j'ai fait la gestion d'erreurs. Par exemple, si je fais test, @test, si je fais sur se connecter, il va me dire, donc là, j'affiche une modale qui me manque que un ou plusieurs champs sont vides. Donc là, je vais mettre un mot de passe qui est faux. Donc si je clique sur se connecter, il va me dire que mon format de mail est invalide parce que j'ai oublié le point et l'extension. Donc si je fais sur se connecter, il me dit que le mot de passe est incorrect. Donc tout à fait, le mot de passe est incorrect. Et si je clique sur se connecter, le mot de passe est incorrect
Pourquoi? Parce que c'est pas AZERTY, c'est AZERTY. Si je clique sur se connecter, voilà. Le mot de passe est bon, l'authentification se passe bien, nickel. Je me déconnecte. Donc une fois que j'ai fait cette première partie-là, après il a été intéressant de faire la création de compte. Donc je clique sur créer un compte, l'interface change, créer un compte. Donc là je vais créer un compte, test02@com. Et je vais mettre le mot de passe AZERTY75. Donc là actuellement je n'ai pas cliqué sur créer un compte. Donc si je vais sur se connecter, donc les champs ne sont pas vidés. Si je clique sur se connecter, il me dit que l'utilisateur est inexistant dans la base de données. Donc je reviens sur créer un compte, je clique sur créer un compte. Donc là, il n'y a pas eu de fenêtre qui a dit que vous venez de créer votre compte. Donc ça peut être une amélioration qui peut être faite ultérieurement. Mais là, on voit surtout que dans la console, message utilisateur enregistré. Et là, j'ai la réponse du serveur, le body et surtout là, voilà. Donc si je vais sur se connecter maintenant que mon compte a été créé, donc je clique sur se connecter et là on voit que je suis l'ID 88 et il m'a généré un token que j'ai affiché. Et là on voit là que si j'actualise, je perds pas la connexion. Et là on voit que le serveur me renvoie un tableau vide, c'est-à-dire que je viens de créer le compte et la fiche user est vide. Donc à noter que si tu veux créer un compte, mais si l'email a déjà été utilisé, tu seras rejeté par le backend. Donc là, j'ai créé un compte déjà sur test02, donc je vais vouloir recréer un compte pour l'écraser. Si je fais créer un compte, il me dit qu'il y a un problème. L'entrée est dupliquée, donc l'email est déjà existant. Donc l'email ne peut être utilisé qu'une seule fois. Donc il ne peut pas y avoir deux fois sur la base de données le même email, car l'email est extrêmement important car c'est lui qui permet d'identifier l'utilisateur. Et donc il y aura un user ID qui sera rattaché à l'email. Donc un user ID, c'est l'identifiant de l'utilisateur. L'identifiant est unique et il sera rattaché à test02. Et on a vu que si je vais sur se connecter, l'user ID de test02, c'est user ID 88. Donc tous les messages que cet utilisateur fera à travers le front-end, et bien dans le back-end et la base de données, tous ces messages-là de cet utilisateur-là sont rattachés à l'user ID 88. Voilà pour ça. Donc là, l'objectif, c'est qu'une fois que la personne se connecte, qui vient de créer son compte, c'est qu'elle atterrit sur un composant fiche qu'elle va devoir remplir pour pouvoir accéder après à la page où il y a tous les messages du réseau social. C'est ça l'objectif. Donc pour faire ça, il va falloir que je crée des pages avec des liens cliquables pour changer de page, etc. Et pour ça, il va falloir utiliser React Router. Et donc ça sera les prochaines vidéos. Parce que là, je pense que j'ai fait le plus dur. Et je pense que le reste, ça devrait être beaucoup plus simple. Et donc, pour conclure cette première partie, je vais rajouter que donc pour faire une authentification, tu vas avoir besoin. Donc au niveau de l'interface, j'ai créé donc un composant bouton, un composant cards, ça c'est pour la modale. L'erreur modale, donc ça c'est pour tout le texte de la modale. Un spinner que j'ai pas montré. Bon, ça tu le verras dans les vidéos précédentes. Le spinner, c'est un cercle qui tourne et qui te dit que la requête est partie, que ça charge, ça attend quoi. C'est un loader. Et après mon composant de test pour tester la modification de l'interface quand tu es logué. Donc quand tu te logs, l'interface change complètement. Et surtout si tester ma première requête sur une ressource protégée. Et là le body qui m'a mis la misère. Donc ça il faudra que je le supprime. Voilà. Et bien sûr il faut un composant authentification, comme on peut le voir ici. Donc tout ça c'est expliqué dans des vidéos précédentes. Car pour pouvoir marcher l'authentification, j'ai dû créer un contexte. J'ai dû utiliser le hook useContext, j'ai utilisé le hook useRef et j'ai utilisé le hook useState. Et le hook useRef et useContext, je ne l'avais pas vu dans les vidéos précédentes. Donc ça a été l'occasion d'apprendre son fonctionnement. Donc quand tu utilises le contexte, tu es obligé de faire un store. Comme on peut le voir ici, un composant avec dans le fichier hostContext, tu vois dans React l'utilisation du createContext, comme on peut le voir ici, là, dans lequel dedans il faut y mettre une default value qu'il y a ici. Là, on voit que pour pas perdre les données, j'ai dû mettre ça dans local storage pour pas perdre mon token. Ou sinon, à chaque fois que tu utilises, comme j'ai dit, tu recharges l'application et tu perds tout. Donc, tu reviens à cette interface-là. Et quand tu fais donc un fichier hostContext, donc quand tu veux avoir besoin du contexte, donc tu crées ton contexte, mais après, il va falloir utiliser le provider qui est ici, là. Donc, c'est .provider que l'on rajoute à hostContext, le composant que l'on crée là en haut.
là où il y a le create context, et dans laquelle on y passe la value, context value. Donc ça, c'est les vraies valeurs qui vont être envoyées dans le store, parce que c'est un store hein, qui est accessible depuis n'importe quel composant de l'application. Car après, avec ce composant hostContext.provider et avec la value que l'on passe dedans, quoi, les values, et bien après, on va wrapper app.js, app.js qui est dans index.js. Comme ça, grâce à ça, tous les autres composants qui sont en dessous d'app.js, tous les autres composants pourront accéder au contexte, donc au store du provider. Donc voilà pour la présentation de cette première partie. Donc maintenant, je vais parler des améliorations possibles à apporter sur l'authentification que j'ai faite. Donc au niveau des améliorations possibles sur l'authentification, là, les nouvelles features que je pourrais développer, donc c'est les fonctionnalités, les caractéristiques. Donc j'en ai relevé 9, donc 2 faciles. Et le reste, c'est plus ou moins difficile, voire très difficile. Parce que là, mon authentification est quand même basique dans le sens, ok, j'utilise un token. Mais en 2022, c'est pas suffisant pour protéger une application. Donc là, la première chose à faire, je ne l'ai pas faite. C'est dans le formulaire de création de compte, créer un deuxième input password pour contrôler que le password entré dans le input 2 correspond au input 1. Donc ça, c'est du front-end, c'est facile. Parce que là, comme on a pu le voir, j'ai juste un champ. Donc ça veut dire que si tu mets un mot de passe erroné, parce que là, actuellement, le mot de passe, tu le vois, parce que quand je fais mes tests, j'ai envie de voir le mot de passe que je rentre. Mais quand tu rentres un mot de passe, souvent, c'est des points que tu vois. Et donc, tu peux, en tapant trop vite, taper sur la mauvaise lettre du clavier. Et si tu envoies ça, tu envoies un mauvais password. Ce qui fait que le jour où tu veux te reconnecter, si tu utilises ton mot de passe habituel, eh bien, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il y a souvent 2 champs pour entrer 2 fois son mot de passe, pour contrôler qu'il n'y ait pas une faute de typo, comme on dit. En 2, une case à cocher pour afficher le mot de passe. Donc ça, c'est vrai que c'est bien aussi, parce que des fois, on rentre son mot de passe, surtout les mots de passe compliqués, on peut avoir un doute. Donc ça, c'est surtout pour la connexion. On clique sur la case et le mot de passe s'affiche et on voit si on n'a pas fait une erreur de typographie. Donc ça, c'est du front-end, c'est facile. Tout ça, ça se passe sur le front-end. Donc là, après, en troisième amélioration possible, là, ça se gâte un peu, là. C'est la déconnexion automatique du front-end lorsque le token est expiré. Donc là sur le back-end, le token a une durée de vie et lorsque le token sera expiré, même si tu es connecté, lorsque tu feras une requête depuis React, tu seras jeté par le back-end. Donc ce qui est fait, c'est que si le token a une durée de vie de 12 heures, dans ton navigateur, en tout cas lorsque tu lanceras l'application React, il contrôlera depuis combien de temps le token est sur la machine et donc quand est-ce que le token doit expirer, et s'il est expiré, eh bien lorsque tu vas lancer ton application React, elle va passer directement sur le formulaire de connexion, c'est-à-dire que dans le local storage, le token sera supprimé automatiquement. Et si ça c'est pas fait, eh bien tu peux avoir l'interface de la personne qui est connectée, mais quand tu feras tes requêtes, tu seras jeté parce que le token est invalide. Donc en 4, ça aussi on peut le faire, c'est la régénération automatique du token. Donc ça se fait du côté front-end, c'est-à-dire qu'il y a des sites comme Amazon, on peut rester connecté 10 jours d'affilée, ça marche toujours, parce qu'il y a une technique qui consiste qu'à intervalles réguliers, le front-end va réactualiser le token de manière automatique. Donc moi ici, dans mon cas, c'est pas le cas. Donc moi, mon token, comme il est stocké dans local storage, l'interface React ne te demandera jamais de te reconnecter. Donc il y a une technique en programmation, là tu peux programmer dans React que React fasse automatiquement une régénération de ton token. Donc ça, il faut le savoir. Donc ça, c'est plus avancé déjà. En 5, en amélioration, donc un lien pour modifier le mot de passe. Donc c'est pareil, le mot de passe, je veux le changer, eh bien, il faut cliquer sur un lien pour le modifier. Donc ça se fait depuis le front-end pour l'interface, mais il faut que ça soit programmé dans le back-end parce qu'il faut qu'il y ait la bonne route pour pouvoir faire cette chose-là. Donc ça, c'est plus difficile déjà. Après en 6, donc un lien mot de passe oublié sur le front-end pour le réinitialiser par le biais de l'email. Donc ça, c'est un classique, parce que lorsque tu perds ton mot de passe, donc l'authentification, tu ne pourras plus la passer. Et donc souvent, quand tu as oublié ton mot de passe, tu as toujours un lien à cliquer où on te dit « Nous vous avons envoyé un lien de réinitialisation dans votre boîte mail ». Donc après, il faut aller sur le mail qui a servi à créer le compte sur l'application React, cliquer sur ce lien et ce lien ramène à l'application React sur une page pour recréer un nouveau mot de passe. Et ça, c'est pareil, il faut que ça soit programmé dans le back-end et là, ça a l'air d'être beaucoup plus difficile à faire que tout ce qu'il y a eu là précédemment. En 7, après plusieurs tentatives infructueuses, apparition d'un CAPTCHA. Donc ça, c'est pour éviter les bots là, qui testent tous les mots de passe possibles
donc la force brute pour casser, pour trouver tes identifiants. Donc c'est une mesure de sécurité de type authentification par question-réponse. Donc ça c'est aussi très utilisé sur certains sites. Donc ça se fait sur le front-end et probablement il faut que ça soit programmé dans le back-end. En tout cas, il doit sûrement y avoir des services qui permettent de faire l'implantation d'un CAPTCHA. Je ne sais pas exactement comment ça marche, cette histoire d'images qui apparaissent de manière aléatoire, là où il faut trouver le texte ou genre les voitures qu'il y a dans les photos là. Donc ça aussi, c'est une sécurité très utilisée ça. Et en 8, donc ça c'est utilisé sur les blogs parce que c'est une protection efficace. Le blocage de l'IP 24 heures après X tentatives de connexion infructueuse. Donc ça c'est pour lutter pareil contre la force brute, c'est-à-dire le bot là, qui essaye tous les mots de passe possibles, imaginables pour accéder à ton compte. Donc ça se programme sur le front-end pour le message genre vous êtes bloqué 24 heures, mais ça il faut que ça soit programmé dans le back-end. Sur Node.js, on peut avoir accès à l'adresse IP de la personne qui se connecte. Après, il faut programmer que lorsque la personne se connecte avec une adresse IP et qu'elle essaye de faire plus de 5 tentatives de connexion ou 10 tentatives, eh bien, son adresse IP est bannie pendant 24 heures. Ce qui fait que si la personne veut essayer de se reconnecter sur le compte pour essayer de le pirater, eh bien, il va falloir qu'il passe par un VPN, qu'il passe par un autre serveur ou un proxy, mais il va falloir changer d'adresse IP. Et on ne change pas d'adresse IP comme ça. Bon, en tout cas, si tu dois changer plusieurs centaines de milliers de fois d'adresse IP, je pense que ça va être compliqué. Et en 9, donc ça c'est utilisé par tous les sites modernes, c'est la double authentification. Donc smartphone, Google, Authentificator, donc ça c'est l'application. Donc ça se programme sur le front-end, c'est quasiment sûr. Et il faut que ça soit programmé dans le back-end, en tout cas il doit y avoir des paquets pour ça sur Node.js. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis ton mot de passe, une fois que tu as mis ton email, donc ok, ça correspond au niveau de la base de données, mais en plus, pour voir si ton mot de passe n'a pas été volé ou si ton email n'a pas été volé, en tout cas si tes identifiants de connexion n'ont pas été volés, il faut en plus que sur ton téléphone, tu cliques sur un bouton ou que tu prennes le nombre que l'application te donne pour le rentrer après sur l'interface front-end pour voir si c'est bien le propriétaire qui a fait la requête. Et après, le mieux, ça reste les clés physiques, clés de sécurité, donc FIDO, UDF, FIDO2, tout ça là. On te demande de brancher ta clé sur un port USB ou si elle fait Bluetooth, de te connecter en Bluetooth sur ta clé de sécurité pour valider que tu es bien le propriétaire du compte. Voilà, donc moi j'ai fait vraiment l'authentification basique, mais déjà rien que pour faire ça, c'est quand même assez difficile et long, en tout cas lorsque l'on débute. Donc voilà toutes les améliorations possibles qui seraient bien d'amener à l'authentification. Peut-être qu'un jour je le ferai, je sais pas. Donc l'objectif là maintenant c'est de finir ce réseau social, donc rajouter des pages et après rajouter des routes sur le back-end et des tables sur la base de données pour rajouter des feeds, des posts, etc. Et donc voilà pour cette petite présentation sur l'authentification avec React.js et Node.js. Donc dans les prochaines vidéos, je vais attaquer les pages et l'accès de ces pages avec React Router. Et je crois que c'est React Router DOM. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.